Écoutez, ça fait 20 ans que je vais opérer régulièrement à Chifa et à l'hôpital européen. Donc ces dernières semaines, j'étais à l'hôpital européen dans le sud. Donc je ne sais pas plus que vous les constatations qui ont été faites actuellement. Mais ce que je peux dire sur cet hôpital, par exemple, actuellement, un très grand nombre de blessés sont des blessés au niveau des membres. Donc on a besoin de chirurgiens orthopédistes. Et je ne peux pas ne pas penser aux 4 chirurgiens orthopédistes, dont je ne dirai pas les noms pour des raisons évidentes, mais qui sont actuellement dans les prisons israéliennes et qui sont torturés, je pèse mes mots, sur le mode de parlez-nous des combattants du Hamas, de ce que vous voulez, etc. Je suis aussi très simplement quelqu'un de nom et maintenant public. C'est le docteur Mohamed Abou-Salmiya, qui est un ami, qui était le directeur de l'hôpital Chifa, un chirurgien obstétricien qui fait des accouchements, et des prisonniers relâchés eh bien, nous fait savoir que sous la torture, il a les 2 poignets brisés. Si ce que vous raconte là, ce ne sont pas Donc, des nouveautés. Donc il ne pourra plus opérer ? Nous verrons bien. Mais ce que je vous dis là, ce ne sont pas les nouvelles d'hier. Ça fait des années, je vous dis, ça fait 20 ans que je vais là-bas, 3 fois par an. Et donc, des témoignages de ce genre existent. C'est l'intensité, c'est le nombre de ces témoignages aujourd'hui qui nous submerge complètement. Tout ça veut dire une chose, c'est qu'il n'y a pas de crise humanitaire à Gaza. Il n'y a qu'une crise politique. Et cette crise politique, c'est la nôtre. Parce que personne ne peut dire qu'il ne sait pas ce qui se passe actuellement. Ce qui s'est passé à Chifa, c'est une espèce d'énorme monstruosité, mais qui correspond à une monstruosité quotidienne et depuis des années. Il ne se passe pas de passage dans les prisons israéliennes sans torture. Et aujourd'hui, on sait que des médecins sont torturés actuellement dans les prisons israéliennes. La balle est dans le camp des politiques et la balle est dans le camp de l'Occident. L'Occident a les moyens de faire cesser, y compris la France. La France est sur la sellette aujourd'hui sur ce dossier et des mesures politiques doivent être prises. La première fois que j'ai entendu parler de ces soi-disant quartiers généraux du Hamas sous l'hôpital Chifa, c'était après la guerre de 2008. J'étais sur place pendant les bombardements. Et lorsque nous y sommes allés en mars, si je me souviens bien, le consul de France à Jérusalem m'a pris dans un coin et m'a dit « Mais est-ce que vous n'avez pas vu des combattants du Hamas ? Parce qu'on dit qu'il y a dans les sous-sols de l'hôpital Chifa et un quartier général. » Mais rien que cette proposition est totalement absurde. Gaza, c'est un gruyère. Toute la bande de Gaza est un gruyère. Il y a des centaines de kilomètres de tunnels. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'on va mettre sous l'hôpital un quartier général qui est une véritable cible ? Ça n'a véritablement aucun sens. Et c'est absolument effrayant de voir que jusqu'aujourd'hui, eh bien, on nous a répété qu'il fallait attaquer les hôpitaux parce qu'il y a des quartiers généraux en dessous. Ça n'a strictement aucun sens. La réalité, c'est qu'il y a une intention, et ça a été parfaitement décrit par les juges de la Cour internationale de justice, il y a une intention génocidaire. La Cour a conclu dans des termes juridiques indiscutables. Le jugement sur le fond, bien entendu, ne viendra qu'après la vérification de toutes les preuves. Mais l'intention juridique est là, tuer des personnes pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils font, couper tous les moyens de subsistance, y compris l'accès à la santé, tout est là. Les juges font leur travail, ce sont les politiques qui sont absents du terrain. Écoutez, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que les chirurgiens palestiniens que j'ai rencontrés et que je connais depuis très longtemps, encore hier à Gaza, m'ont signalé que 2 hôpitaux de campagne qui sont situés dans la région de Rafah étaient en train de déménager déjà. Ils sont en cours de déménagement pour aller se localiser à Mawassi, c'est-à-dire dans l'extrême coin inférieur à gauche de la carte. Ce qui veut dire que la campagne sur Rafah va avoir lieu. Ça, il faut qu'on le sache. Quand on voit que les bombardements ont été incessants pendant les 15 jours que nous avons passés là-bas, des bombardements extrêmement proches de l'hôpital. J'ai vu de mes yeux ce que le monde entier sans doute a vu, mais moi je ne prends pas de photos quand je suis là-bas. J'ai vu un camion Ben rempli de cadavres, rempli jusqu'au bord des ridelles, et les gens qui les ont ramassés pour les emmener à la morgue étaient debout sur les cadavres. Vous voyez, c'était impressionnant, et se frayant un passage au milieu des enfants à l'intérieur de la cour de l'hôpital européen. Vous voyez, autrement dit, ce qui va se passer demain, ça va être un véritable carnage
à Rafah. Et c'est ça qu'il faut essayer de prévenir. Tout le reste, c'est du passé, c'est très malheureux. Mais sans action politique majeure, il va y avoir un désastre. C'est ça un peu l'horreur, si vous voulez, de ce qui s'est passé à Chifa nous confirme qu'il n'y aura pas de limite dans la manière dont l'armée israélienne va attaquer Rafah. Et donc, c'est maintenant qu'il faut agir. J'ai une certaine habitude, malheureusement, parce que ce qu'on vit en ce moment, je le vis depuis 20 ans à une plus faible échelle. Et ce qui frappe quand on arrive sur le terrain dans l'état actuel, c'est le calme assez extraordinaire de cette population, que ce soit les gens qui sont réfugiés dans l'hôpital, hein, les réfugiés de Rafah sont tout autour dans tous les espaces possibles et ils rentrent même dans l'hôpital. C'est-à-dire que l'hôpital est rempli, les couloirs, vous avez 2 rangées de matelas et des populations entières qui sont là, qui ont réorganisé leur vie de village, qui parlent, qui sont très respectueux les uns des autres et qui sont calmes, vous voyez. Les soignants, moi, j'ai travaillé encore avec un anesthésiste que je connais depuis 20 ans, qui a perdu sa femme il y a 8 jours, et l'un de ses enfants. Le lendemain, il était au travail. Autrement dit, on voit que cette population nous donne un exemple extraordinaire de continuité. Il faut continuer, vous voyez. Les enfants, je peux vous faire écouter des audios, ils rient, ils jouent, on entend le bruit des oiseaux. Quand il y a un bombardement, il ne se passe rien. Le bombardement passe, même s'il est à 500 mètres, et les gens continuent à vivre normalement, entre guillemets. C'est ça l'état d'esprit d'une population qui a été soumise à une pression extraordinaire et qui finit par développer des mécanismes de défense mentale. L'un des principaux problèmes auxquels on se heurte actuellement, c'est que vous avez des gens qui ont des fractures de fémur bilatérales, jambes bilatérales, leur maison a été détruite, etc. Et ils encombrent véritablement les lits d'hôpital, les lits aigus. Donc on a besoin de faire sortir ces patients de façon à pouvoir accueillir de nouveaux patients. Donc il s'agira d'un hôpital de soins de suite avec un début d'appareillage, on met les patients debout, les amputés commencent à marcher un petit peu, on prend soin de ceux qui n'ont rien où aller, et à ce moment-là, on pourra augmenter la capacité de l'hôpital européen qui, pour l'instant, est très bonne, avec en particulier un scanner qui fonctionne jour et nuit.